Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais encore une fois vous parler d'un film assez ultime et ce avec une émotion particulière puisque je conclus ici mon cycle Andreï Tarkovski en évoquant son œuvre finale, sortie en 1986, quelques mois à peine avant son décès. Le Sacrifice, ou en version originale suédoise, Offred, car oui, il s'agit d'une coproduction franco-britannico-suédoise pour ce cinéaste russe alors exilé depuis de nombreuses années, probablement rendu possible entre autres par monsieur Ingmar Bergman, qui lui a par exemple prêté son directeur de la photographie favori, Sven Nykvist, qui avait opéré entre autres sur Persona ou encore Crime et Chuchotement, mais qui lui a aussi conseillé des lieux de tournage, d'où ce choix porté sur une île suédoise, propice au décor de l'intrigue, sur laquelle, bien sûr, nous reviendrons. Au casting, à noter aucun acteur, aucune actrice russe, je pense que c'est important de le préciser. Par contre, c'est assez international. Évidemment, nous avons pas mal de Suédois, dont le principal, Erland Josephson, qui avait déjà joué dans Nostalgia, à ses côtés Alan Edwall ou encore Sven Wollter. Il y a une Britannique, Suzanne Fleetwood, qui joue l'épouse du héros, une Française, Valérie Mérès, que vous avez peut-être vue dans Banzai ou 2h moins le quart avant Jésus-Christ ou dans des émissions de Laurent Ruquier, elle est là, incroyable. Et nous avons aussi une Islandaise, Gudrun Gisladottir, qui est un petit peu la sorcière, mais j'en dis pas plus, voilà. Et donc, l'intrigue se déroule donc de nos jours, enfin, contemporain, quoi, c'est pas trop dans le passé, etc. Et en fait, on va suivre un ancien comédien qui a décidé de se mettre en retrait avec son épouse, sa fille et surtout son petit garçon, qui est très central au récit. Et voilà, il a des amis, le facteur, le docteur, et il parle beaucoup, il est bavard, etc. C'est son anniversaire, sur le papier tout va bien, même si son fils ne parle plus depuis quelques temps. Bon. Et un beau jour, donc, quand il va fêter tout cela, une catastrophe nucléaire mondiale survient tout à coup et ils vont se retrouver isolés du monde, déjà sur cette île qui est en retrait, sans électricité, sans téléphone, et il va y avoir une sorte de lamentation d'angoisse, plus ou moins forte selon les personnages, qui va mener donc le protagoniste principal à une évolution et à des choses que je ne vais pas révéler ici. Bref, c'est dans la droite lignée des œuvres précédentes de Tarkovski, pas de surprise, on retrouve cette errance, ce plaisir aussi de divers arts, puisque on ouvre l'opus sur un tableau de Léonard de Vinci, et la musique de Bach qui fera écho au final d'ailleurs, et évidemment il y a des moments aussi de flashback, un peu en noir et blanc, ou de rêve plutôt ici, de cauchemar, mais on ne sait pas trop. Et voilà, je ressors de là, je fais cette vidéo presque à chaud, pas tout à fait, quelques heures après quand même. Et bon, comme d'habitude, plus que jamais j'ai envie de dire, avec un Tarkovski, c'est pas évident de réagir et de poser ces mots. C'est encore une fois extraordinaire, je ne saurais où le placer dans sa filmographie, de toute façon j'ai complètement abandonné l'idée d'imaginer un jour faire un classement, ou alors on verra dans quelques décennies, hein, si je suis encore là pour le faire. Mais sincèrement, le Sacrifice s'inscrit parfaitement dans ce qui est donc son chant du cygne, son testament. Alors quand il l'a écrit et tourné, il ne savait pas qu'il allait mourir, qu'il était malade. C'est sur le tournage hein, que ça a commencé à pas très bien aller. Il a fini la post-prod sur son lit quasi de mort. Hein. Mais ça se sent qu'ici, il avait encore beaucoup de choses à dire déjà, mais qu'il a pratiquement tout dit à la fois. Bah, il avait déjà fait plus ou moins quelques œuvres sommes auparavant, l'autobiographique Le Miroir, Nostalgia, qui aurait pu aussi être une parfaite finalité à sa carrière. Mais là, ça va à la fois plus loin, mais c'est aussi, je pense, l'une de ses œuvres les plus fluides, les plus limpides dans ce qu'elle propose. Et cette finalité-là, la conclusion de ce film est absolument brillante. Je ne vais pas faire de spoiler ici, bon, forcément je me retiens volontairement pour que des personnes qui tombent sur cette vidéo aient envie de découvrir le film, et je sais que, voilà, il y en a qui ne veulent pas trop en savoir quand même, mais alors, sur ce qui
ponctue ce long métrage. On est dans une brillance absolue qui joue sur les éléments plus que jamais, parce que vous le savez, Tarkovsky, si vous avez déjà vu de ses films, c'est très axé sur la nature, l'eau, la terre aussi, mais là on a le feu qui revient comme dans Nostalgia, et même comme si l'air était présent, on sent un souffle dans ce film qui convoque un peu les quatre éléments, et donc cette finalité cruelle, absolue sur la première partie de cette conclusion, qui est ensuite contrebalancée avec le potentiel espoir, cette idée de transmission malgré tout sur la toute fin, qui est d'ailleurs un écho au tout premier plan de l'histoire du cinéma, long métrage de Tarkovsky dans L'enfance d'Ivan. C'est assez fou de voir que son tout premier brûlot commence avec ça, cet arbre là et l'enfant, et puis la fin, l'arbre et l'enfant. D'ailleurs, le film aussi, ici, hein, le sacrifice s'ouvre avec cet arbre planté par le père, qui fait tout un dialogue presque seul, puisque son fils ne parle pas, et qui parle donc de cette possibilité, peut-être. Il se passe quelque chose, quoi. Bref, c'est ahurissant et brutal à la fois ce qui se met en place sur le final. Forcément, c'est ça que vous allez retenir en premier. Pendant quelques minutes, je suis resté hébété, une fois donc le visionnage accompli. Il faut dire qu'il y a ce plan séquence absolu avec des travelling comme ça, c'est très tarkovskien. Hein. Un plan séquence qui dure plus de 6 minutes, je crois, parce que le premier c'est 9 minutes, des prouesses là-dessus. Mais donc la scène enflammée donc, vers la fin, ça a été une torture pour l'équipe technique, parce qu'ils avaient dû la faire une fois, et je crois que la caméra était tombée en panne. Et donc là, ils l'ont refaite. Mais ça a été avec épuisement, parce qu'ils ont dû reconstruire la maison, tout, c'est un bazar. Et en plus, on voit à la fin que la bobine cesse de filmer, juste peut-être 2-3 secondes avant. Mais ça donne d'ailleurs presque une transition encore plus forte avec ce qui se passe après d'ailleurs. Mais bon, bref, tout ça pour dire que ce film ne se résume pas à son début et à sa fin, même si ce sont les réussites d'un brûlot qui quand même par moments vivote un peu, mais il faut l'accepter ainsi parce que le message se place et tout se justifie sur le final. Toute la première partie, vous allez peut-être être un peu désarçonné parce que oui, il y a cette luminosité assez rare chez Tarkovsky qui va ensuite laisser place à un ton plus lugubre et austère, déprimé. En soi, d'ailleurs, le choix de Sven Nykvist en tant que chef-op est logique, quelque chose de bergmanien derrière, mais c'est du Tarkovsky. Et donc, ce qui va se passer au milieu avec cette catastrophe qui va faire changer les personnages, nous permet justement de questionner, nous, spectateurs, ce que l'être humain peut ressentir dans des moments comme ça. Et on voit un héros, donc un protagoniste, hein, le comédien qui est très bavard, qui disserte sur la vie avec son pote facteur, etc., en parlant du verbe, et blablabla, et blablabla, et qui à un moment, avec cette tragédie-là, a très peur, notamment pour son enfant, et qui va en appeler à Dieu, au Créateur, sur une prière face caméra, comme s'il s'adressait à Tarkovsky lui-même, qui est le créateur derrière, hein, encore ce questionnement sur la création, l'art, le monde, etc. C'est du Tarkovsky, quoi. Et il va être pris à tous les sacrifices, à un renoncement, d'où le titre, hein, voilà. Une offrande, puisque tout cadeau potentiel peut être un sacrifice et une offrande, il y a ce petit message-là, d'où cet arbre d'ailleurs, peut-être, qui est lié à une légende ancestrale d'un vieux moine et tout. Bref, il y a plein de petits trucs là-dessus, je ne vais pas forcément détailler, mais tout se justifie et tout est assez lié de façon extraordinaire, je trouve. Mais c'est vrai qu'il faut accepter certaines choses et des petites longueurs qui sont donc logiques dans cette progression-là. Et puis tous ces personnages autour, forcément, on sent qu'il y a un mal-être de toute façon. L'une des deux dames de maison, donc l'islandaise, qui à un moment va avoir un petit rôle potentiellement ou de sauveuse, ou on ne sait pas trop, donc qualifiée de sorcière, et puis ces moments où il s'endort, et donc il voit en noir et blanc des choses. Est-ce d'ailleurs une autre réalité, la sienne, ou on ne sait pas, mais vision d'apocalypse aussi, alors que ce qui se passe justement en ce moment, même s'ils sont loin de tout, c'est quand même potentiellement la fin du monde. Tiens, écho d'ailleurs à Nostalgia, parce qu'il y avait cette idée aussi de l'apocalypse, et aussi le stalker, forcément, là, il y a clairement cette continuité-là qui paraît parfaitement, qui va de soi, quoi. Et évidemment, comme d'habitude avec Tarkovsky, l'art est convoqué de toutes parts, donc déjà le tableau de Da Vinci, et bien sûr avec l'arbre peint dessus, la musique de Bach qui ouvre et qui
conclut le récit. C'est pas la première fois qu'il utilise du bac, hein, il me semble, dans un de ses films. Là, c'est la Passion selon Saint Matthieu. Je crois qu'il avait utilisé la Passion selon Saint Jean, donc auparavant. Mais aussi quelques moments de flûte traditionnelle d'un compositeur japonais. Il y a un petit moment de référence peut-être à la spiritualité aussi de ce peuple. Des chants un petit peu traditionnels folk suédois également, qui donnent un aspect mystique à l'ensemble. C'est absolument incroyable parce que le film est à la fois froid, potentiellement lumineux ou sombre selon donc les parties, mais on se croirait dans un autre monde. Et on est, parce que dans une autre potentialité, rien qu'avec ce décor qui paraît sorti d'un rêve ou d'un cauchemar, ça dépend. Le choix de cette île, avec ces tourbes, cette mer, etc., et cette steppe presque vierge, mais à certains moments aussi la possibilité d'un arbre, la possibilité d'un renouveau, d'autre chose, et peut-être autre chose justement que cet éternel recommencement, éternel retour très nietzschéen qui est balancé au début. Oui, bref, il convoque tout, musique, poésie, moins, mais quand même, il y a de la poésie dans le film, philosophie, peinture, etc. C'est un film qu'on pourrait analyser pendant des heures, mais là voilà, un procédé critique, moi je vous balance mon ressenti. J'ai même pas envie d'essayer de me perdre plus longtemps dans des analyses, parce que il m'a bouleversé ce film, tout simplement. Puis le lien entre le père et le fils, c'est très fort quand même. Hein. Surtout qu'il dédie ce film à son fiston. Je me demande si la dédicace finale n'est pas arrivée justement dans la post-production, alors qu'il savait qu'il allait mourir. Ça, je pense que c'est le cas. Hein. Et bien sûr, le père qui donne à son fils aussi. Enfin, bref, c'est... voilà, c'est un film sur la folie des hommes aussi, l'impossibilité qu'a l'humain, peut-être, de prendre les choses en main, que ce soit par rapport à la nature, la civilisation, etc. Se poser trop de questions, mais peut-être pas assez aussi à certains moments. Il y a toute cette réflexion-là qui fait de cette œuvre, oui, la parfaite conclusion d'une grande carrière qu'on aurait pu imaginer encore plus riche, évidemment, 7 films, mais quel film! Et il n'y en a pas un à jeter, tout simplement. Voilà, donc si vous voulez découvrir Tarkovsky, ne commencez pas par Le Sacrifice, je pense pas que ce soit la meilleure idée, quoique, après tout, pourquoi pas. Mais faites-vous plaisir en tout cas. Faites-vous plaisir parce que c'est un cinéaste qui va être, et qui est déjà, mais qui le sera encore plus, très important dans ma petite vie de cinéphile, tout simplement. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Brûlot, évidemment, de sa carrière, tout simplement aussi, parce que voilà, on peut faire tellement plein de ponts, etc., sur ces œuvres qui sont connectées et qui sont dans cette logique tarkovskienne, d'errance, de questionnement sur l'art, sur l'humain, surtout en fait, hein, c'est ça Tarkovsky, c'était un être humain aussi et surtout, avant d'être également et aussi surtout un génie, un artiste. Bref, à la prochaine, ciao.